Eh bien, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau direct depuis la chaîne YouTube du Guide de la Voyance et de sa page Facebook. Un rendez-vous très attendu, vous êtes très nombreux à vous être connectés ce soir pour accueillir bien, notre invité. Il s'agira de voyance, de prédiction. Chaque semaine, au travers bien, de ses vidéos YouTube, il nous montre l'étendue bien, de ses capacités et de son talent de clairvoyance. Il a beaucoup de visions et de prémonitions, ce qui va se dérouler sur la société et dans le monde. Aujourd'hui, dans le cadre bien de ce direct, il va nous partager ses visions et ses prédictions sur l'avenir. Eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Valentin Valbert. Bonsoir Valentin. Bonsoir, je suis ravi d'être ici ce soir avec vous et de partager ce moment. Alors, nos internautes qui ont l'habitude de vous suivre sur notre chaîne YouTube Guide de la Voyance, vous voient ce soir pour un direct, parce qu'habituellement, c'est des vidéos que l'on poste sur des prédictions que vous faites régulièrement. Je crois que toutes les semaines, vous publiez sur votre chaîne d'ailleurs. Au maximum tous les dimanches, j'essaye d'apporter en fait, de traiter un sujet et de le projeter dans l'avenir en fait. Il faut avoir une vision de l'événement. Et c'est vrai que j'essaye de travailler dessus assidûment en fait tous les dimanches avec un nouveau thème en règle générale. Alors, vous êtes voyant et médium. À quand remontent vos prédispositions à la voyance ? Depuis toujours. C'est paradoxal en fait, puisque la sensibilité, on se la découvre en fait très très tôt. On a ce sentiment d'être un petit peu en marge par rapport à une majorité. Et c'est vrai que les choses, bon, quand on est enfant, on ne comprend pas trop le système, on perçoit, on entend, c'est différent. Mais quand on grandit, par exemple à l'adolescence, on commence un petit peu à synthétiser les choses et à se faire un raisonnement. Et on se positionne par rapport à ça. Et puis après, vous avez le temps qui joue avec vous ou pas, selon les histoires. En fait, on vous apporte différents éléments pour vous construire, entre guillemets. Alors, vous parlez français, vous êtes situé en Espagne, c'est Voilà, ça ? j'ai quitté la France, ça va faire bientôt 8 ans. Une intuition, Oui, une envie, vous voyez, une de envie. changement déjà. Et on sentait un petit peu un climat qui allait devenir un petit peu compliqué dans la société. Et puis ce sentiment de se mettre un petit peu à l'abri par rapport au Mhm. pays. Une intuition. D'accord. Alors, quel est votre mode de fonctionnement quand vous recevez quelqu'un ou quand vous avez quelqu'un au téléphone? Je crois que vous consultez en visioconférence, hein. Essentiellement, bon, depuis toujours, mais c'est vrai que l'arrivée de la Covid, en fait, a mis un petit peu un terme au Mhm. présentiel et j'éprouve beaucoup de plaisir. Je trouve qu'il y a, par les écrans, finalement, j'avais peur, mais il y a quelques années, mais il y a plus de sensibilité, en fait. On peut discuter plus profondément, les gens se livrent, et on a cet échange qui est très sincère en consultation, en fait. Et c'est vrai que le présentiel est quelque chose que j'ai mis de côté et que je ne pense pas reprendre, en fait. J'éprouve beaucoup de plaisir via les écrans, finalement. D'accord. Vous restez dans le domaine du virtuel, avec le Ouais, contact, oui et écran non, puisque interposé. finalement, la personne en face se sent plus libre. Vous voyez, parce qu'il y a un peu l'idée d'être protégé. On est chez soi, on peut converser, on est dans son univers. Donc, on peut aller au fond Mhm. des choses, en fait, dans la sincérité, dans l'échange sincère. Ça, c'est très, très important, en fait. D'accord. Alors, donc, on a compris que vous consultiez en visioconférence depuis l'Espagne, donc on peut vous consulter de n'importe quel pays en fait, hein. Oui, Donc puis ça c'est pratique avec l'internet de nos jours. Et votre mode de fonctionnement exactement au niveau vous utilisez des cartes, des alors moi, oracles, comment ça se passe? Comment vous commencez votre voilà. consultation? Moi, je suis un adepte du Béline, en fait, Et depuis Belly? 30 ans. Ça a été le Ouais. premier jeu en fait que j'ai acquis et j'ai ressenti quelque chose de particulier. Bon, j'ai touché d'autres jeux évidemment, je me suis essayé à d'autres oracles ou tarots et c'est celui-là qui est revenu en fait presque comme une évidence. En fait, je ressens vraiment une Mhm. espèce d'échange et d'alchimie et je trouve que d'un premier abord, le jeu paraît d'une simplicité presque naïve, mais au final, vous voyez, 30 ans de consultation, j'apprends toujours
en fait d'autres sensations. Il n'y a pas de fin dans ce jeu. Après, donc ma première approche, je le considère comme un outil qui permet de canaliser tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pouvez percevoir dans la sensibilité. Et donc il y a une notion, bon, évidemment, de canaliser en fait toute cette énergie, et ça rend la chose plus facile, en fait, plus concrète, hein, pour être honnête. Vous voyez, d'avoir un support qui permet de se projeter et de retirer l'échange, en fait. D'accord. Alors, je me demande tout simplement si on m'écoute bien, parce que j'ai vu un message passer comme quoi il y avait un petit écho. Donc, je ne sais pas si on m'écoute bien. Valentin, vous m'écoutez bien? Ah, super, moi, ça ne résonne pas. Super. Ok, parfait. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de prédiction et bien sûr des sujets que les personnes se posent bien souvent. Et par exemple, là, le premier sujet que j'ai remarqué aux infos, c'est le pouvoir d'achat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le pouvoir d'achat? Alors, dans mon ressenti, bon, vous voyez, j'ai fait une consultation que j'ai publiée en août 2021, où il m'était transmis déjà il y a plus d'un an l'idée que la société, dans sa consommation, allait être malheureusement en fait un petit peu attaquée. Donc, quand j'ai travaillé donc sur cette consultation en août 2021 que j'ai publiée, je voyais un départ d'inflation pour septembre donc, de 2021 et je ne voyais plus de fin. On était rentré dans un système où nous allions commencer en fait à parler de manque des matières premières. On rentrait en fait dans cette perspective. Malheureusement, en termes de ressenti, on me l'a confirmé plusieurs fois, on est sur une très très longue période où l'alimentation sera mise profondément à mal. Malheureusement, vous voyez, et tout se met en perspective puisque sur les productions, le climat joue des siennes, hein, soit par le manque d'eau, soit par l'excès de soleil. Et chaque pays, en fait, qui était producteur, exportateur, est contraint malheureusement maintenant, spécialement cette année, à conserver ses productions. Donc il y a un but, hein, je pense que tout ce qui arrive dans une existence, en fait, dans une vie, a une fonction et un but. Et je ressens profondément qu'il est temps de revenir en fait à des principes beaucoup plus sains, beaucoup plus naturels et beaucoup plus sereins. Et tant, pour moi, hein, selon moi, tant que la société, la civilisation ne comprendra pas que nous ne sommes pas sur le bon chemin sur le thème de l'alimentation, par exemple, ce sera récurrent, les cycles vont revenir en fait, jusqu'à une prise de conscience. Alors les prix, ils sont là, ils grimpent, hein, et chaque petit mois qui passe, on aura un nouveau petit pourcentage d'inflation. Et comme on a ce manque de production, on va retrouver en fait une très forte demande et très peu d'offres, et du coup, l'inflation va continuer. Je ne vois pas de fin. Ce qui est très étonnant dans l'histoire, dans les visions, il y a toujours un début, une suite et une fin. Et là, je ne vois pas de fin, en fait. Je pense que c'est un cycle qui va durer quand même très, très longtemps sur l'augmentation et l'inflation des prix. Alors, si vous voulez, là, pour la rentrée, je peux regarder un petit peu ce qu'il en est, s'il se Ok, passe quelque allons-y. chose de Allons-y, on positif. va sortir l'oracle. Indispensable, oracle. On va poser quelques cartes et puis je vais vous transmettre en fait ce qu'ils veulent bien nous dire là-haut par rapport à la rentrée de cette année. Donc on reste fixé sur le pays France, hein, évidemment, on Ouais, reste sur la fixé sur les France. données. Exactement. Je ne vais pas parler en fait de l'Europe ou d'une autre valeur. Alors je me concentre et on va poser la question. Alors, vous voyez, dans ma sensibilité, déjà coupé sur la carte bleue, et dans ma sensibilité, ça représente en fait le plan. Le plan, la civilisation, et on voit déjà, on a coupé en face sur la stérilité. Donc, on peut traduire systématiquement, vous voyez, automatiquement, pardon, que dans la civilisation, donc dans la société en France, on arrive sur une phase à la rentrée de stérilité, donc par extension de manque. Vous voyez déjà l'oracle, il est sans appel au niveau du thème, hein, sur l'inflation. Donc, qui dit manque dit demande, hein, donc offre et demande, et on rejoint toujours ce principe en fait de superinflation sur les tarifs. Alors, les énergies, on en parle beaucoup, évidemment, ça fait partie du système. Alors, la première carte, donc dans ma sensibilité, la campagne santé représente la rentrée, et on voit que tout de suite, on a le handicap, l'infortune. Donc, au-delà du manque de chance en France sur la rentrée, les choses
chose, vous voyez, c'est l'infortune, le bateau de l'incertitude, et on va arriver malheureusement dans une grande incertitude en fait. Et on a la chauve-souris qui sort à côté, qui nous symbolise que bon, c'est le manque. Il va manquer Mhm. probablement de certaines choses, et il y a un point de départ pour cette rentrée 2022 sur la France. Et on voit l'argent qui sort, le thème financier, donc l'inflation, et à côté de l'argent, nous avons le serpent. Alors la carte du serpent, elle est assez violente puisque c'est quelque chose qui est ancré, le serpent, qui est très sinueux, mais qui avance. Vous voyez, c'est quelque chose qui met en perspective qu'au niveau financier en général, la rentrée risque de commencer sur un point de départ qui est quand même avec le bateau en plein milieu dans l'incertitude. On va poser une deuxième ligne, on va regarder si ils sont d'accord de nous donner plus d'indications. Là, on a un hibou, en fin de le hibou, la sagesse, et ça va représenter probablement une personne du gouvernement. Alors, là, vous voyez, on a la table, l'incertitude, donc c'est de l'alimentation, tout ce qui va toucher de près ou de loin au thème de l'alimentation, la campagne santé, donc les matières premières, et on voit que l'État en France, le pays France, est contraint à la rentrée déjà sur ce qui est en stock dans les rayons. Alors, on va un petit peu plus loin, et nous avons ici l'homme couronné de l'État, donc la présidence, les ministres avec le hibou, l'homme couronné de l'État qui va nous faire quelques déclarations. Mais les déclarations de l'État, malheureusement, vous voyez, on pose la prison sur l'inflation. C'est-à-dire que le système, en fait, on ne pourra pas, comment dirais-je, faire bouger cette inflation, la stopper, on ne pourra pas la contenir, et c'est l'annonce, en fait, de l'homme couronné de l'État, donc de la présidence. Et sur la malchance, il y a un autre facteur, vous voyez, qui vient jouer. On a un problème, en fait, au niveau probablement, vous voyez, la maladie. Donc, on va la laisser en suspens. Ça peut correspondre à différentes dynamiques. Mais d'entrée de jeu, pour la rentrée, ça s'annonce quand même très, très difficile. Très, très difficile. On va poser une dernière ligne, comme ça on aura une vision un petit peu plus poussée. Mais il est clair que au niveau du chef, des chefs, du chef de l'État et de tout ce qui est ministériel, on voit qu'il y a quand même une grande incertitude de leur côté, en fait. Donc, il sera question d'apporter des aides sur certains secteurs, mais n'oubliez pas que les aides providentielles de l'État prendront fin à partir du mois de décembre, à la fin du mois de décembre. Donc, ça nous projette en 2023 sur une autre dynamique. Alors, toujours au milieu sur le bateau de l'incertitude, en fait, au niveau de l'alimentation, de tout ce qui touche les matières premières liées à la table, on a le vent, la tempête, donc il se passe des choses à ce niveau-là. C'est une double annonce d'incertitude. Donc, je pense que le gouvernement français ne saura pas apporter en fait une réponse à long terme en fait. On va rester dans cette incertitude. Alors, on va un petit peu plus loin. Donc, il y a quelques annonces positives. Hein. On apporte en fait des moyens pour certaines catégories de la population, probablement en fait les catégories en souffrance hein, sur le plan financier. Mais de manière générale, vous voyez, on m'insuffle pas, en fait, on m'insuffle pas l'idée que passé ce trimestre, on passe dans quelque chose de plus lumineux. Nous sommes sur une continuité. Donc l'inflation va continuer et là nous avons la foudre hein, qui symbolise également tout ce qui touche à l'énergie. Le feu, donc par extension les énergies, donc tout ce qui est essence, électricité. Et c'est un thème très complexe puisque nous avons la chauve-souris à côté. Donc je pense que l'État nous demandera probablement par la prison beaucoup de prudence dans l'utilisation des énergies. Je pense qu'on va nous imposer suggérer, on va dire le thème, suggérer en fait d'user de prudence dans la consommation du feu, la consommation des énergies. Donc ça c'est une certitude, mais en plein milieu, hein, la ligne numéro 5 pour moi est une ligne qui fait la balance en fait, et nous avons donc ces deux cartes d'incertitude, l'inconstance et l'eau, et au thème, vous voyez, au thème de la table. Donc ça va être assez un thème sur le trimestre, hein, le dernier trimestre de l'année, très très compliqué à gérer, la gestion de l'alimentation et des matières premières liées à la table. Donc vous voyez, l'oracle est sans concession dans son annonce en fait. Hein. Est-ce qu'on risque d'avoir des pénuries durant la période des fêtes de fin d'année, je pense?
Il y aura des manques, il y aura des manques. Des produits ne seront pas dans les rayons, inévitablement. Il y a une parole rassurante, hein, avant, Mhm. mais on voit que lorsqu'on arrive sur le thème de la table, malheureusement, il n'y a aucune carte qui indique une possibilité de combler cette demande, hein. Le souffle, c'est la demande, comment dirais-je, de la population, donc de la société. On va regarder en dessous. Je pense que certains produits vont manquer. Pour moi, ça me semble logique, mais dans ce que j'entends, dans ce que je ressens, oui. Parce Vous qu'il en voyez, manque déjà aujourd'hui, alors il exactement. risque d'en avoir encore plus. L'année dernière, quand je travaillais sur ce sujet-là, je trouvais fou qu'on me montre cette image, le rayon, il manquait des choses. Je me disais, Mhm. pas en 2021, ça n'est pas possible. Et vous voyez, peu de temps après, et puis on est toujours dedans, et vous voyez, à côté de la table, on a sorti le chat noir, la chauve-souris, donc on est sur une période de carence. Il y aura des carences sur certains produits, c'est une certitude. On ne pourra pas combler cette carence. Donc, petit conseil d'amis, hein, si vous avez des grands repas, des fêtes de fin d'année chargées, ce serait bien de prévoir le fruit de mer, tout ce qui touche à l'eau, puisque sur la table on a l'eau, ça symbolise la mer, donc peut-être de ce côté-là. Mais si on a des fêtes de prévues, pourquoi pas essayer de thésauriser un petit peu de ce côté-là dans le congélateur en prévision d'eux, puisqu'inévitablement, il va manquer. Et puis les prix, on a la prison sur l'argent qui symbolise l'inflation, donc c'est enfermé, c'est un système qu'on ne peut pas déloger et c'est une progression. Est-ce qu'il y a un risque d'encadrement des prix ou Alors, des... dans quel but l'encadrement des prix? Par rapport aux grandes Ben, surfaces? oui, par rapport aux grandes surfaces, parfois on entend dans l'actualité, est-ce que les prix risquent pas d'être bloqués à un certain moment ou pas sur certains produits? Sur un basique, probablement, sur un panier traditionnel classique, je pense qu'on va pouvoir essayer d'intervenir. Après, comment dirais-je, les gens de l'alimentation, hein, les grands groupes distributeurs, les grands groupes revendeurs, ont quand même cette sympathie, en fait, cette logique. On l'entend déjà dans certains labels. Je pense que oui, mais en revanche, vous voyez, ça corrobore un petit peu une demande de l'État aussi, puisqu'on a le papier, le décret du président, du chef de l'État, avec la carte du procès. C'est une imposition par décret, quelque chose pour contenir un petit peu. Mais ça va concerner un panier un peu traditionnel qui ne sera pas très très large, inévitablement, puisque l'acheteur et le revendeur doivent gagner de l'argent, donc l'acheteur paye plus cher, donc inévitablement le revendeur va vendre plus cher. Donc ça va concerner probablement des produits de base, mais c'est un petit panier. Vous voyez, c'est des denrées classiques. Après, tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est un petit peu amélioré, il n'y aura pas de pouvoir de contrôle dessus, je ne pense pas. Je ne le ressens pas comme ça, du moins. Je ne pense pas. Ok. Et on parle bien souvent, donc les prix, on les a vus. Alors je voulais faire juste une petite réaction par rapport à un message qui vient de passer. Le livre de Valentin est vraiment intéressant et instructif. J'espère que tu vas en écrire un autre, nous dit Sylvie. Voilà. Il est en vente sur votre site, c'est ça? Non, alors moi je suis Non? passé par quelque chose que les gens n'aiment pas. Je suis Ah, passé par Amazon en fait, pour des raisons ouais. pratiques, parce qu'ils proposent une maison d'édition et j'étais confronté à la recherche d'une maison d'édition. C'est un monde que je ne connaissais pas, très complexe. Donc je me suis retiré de cette recherche et vous avez donc les éditions Amazon qui proposent les outils que j'ai trouvé absolument formidables. Donc du coup, on le trouve sur Amazon en fait. Et D'accord. les Et c'est quoi? C'est votre parcours de vie? C'est quoi ce Pas du livre? tout. En fait, c'est un Non? livre, c'est une longue histoire, mais au final, c'est un livre de prédictions. J'ai Ah, éprouvé le besoin d'écrire ces prédictions qui m'étaient transmises en masse sur un certain temps. J'ai essayé de mhm. comprendre le fond. Et vous voyez, par exemple, dans ce livre, j'ai écrit que cette année, on allait livrer de l'eau dans des villages et dans des villes en France parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et c'est une image qui Ouais. m'avait été transmise, vous voyez. Je parle de beaucoup de choses qui sont en train de se produire. Et j'ai éprouvé le besoin de diffuser.
Parce que la voyance, outre une voyance en consultation, on va dire personnelle, elle a un but d'avertir également. Si on a la possibilité de ressentir un petit peu les choses à plus grande échelle, je trouve que c'est essentiel de transmettre. Après, les gens entendent, n'entendent pas, écoutent, n'écoutent pas, mais dans cette fonction, je trouve que c'est l'extension et c'est très intéressant. Donc, ce livre raconte les visions que j'ai reçues, ce que j'ai entendu, que j'ai mis en forme en fait, et que j'ai publié. Et j'ai un petit D'accord. peu apporté une histoire, évidemment, pour pas qu'on soit dans un almanach des PTT, vous voyez, avec des événements très cadrés, parce que ça fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, Et il merci. s'appelle comment ce livre? Entretien avec la faim. Entretien et avec la faim. Et donc vous Entretien tapez ça avec la chez faim. Sur Amazon Amazon, en fait, sur et Amazon. vous trouvez effectivement ce livre on mettra le lien en description bien, de la vidéo puisqu'elle restera bien sûr en replay. Alors on a parlé du pouvoir d'achat. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux qui nous écoutent à ce sujet? Parce qu'on a vu la partie prédiction, est-ce qu'il y a un conseil particulier? Alors, il y a un conseil, évidemment. Alors, du coup, moi, ce que je constate sur une généralité en France, donc il y a deux types de réactions. Il y a une réaction qui est très dans le présent, avec une forme, on verra demain, vous voyez, une forme de déni. Donc après, ça dépend à plus ou moins de déni de voir, de constater. Et ça dépend après différents degrés. Et une autre réaction, en fait, de crainte. Mais je pense que ni l'une ni bonne sont en adéquation. Je pense qu'il faut accepter l'idée que la société est en pleine évolution, que les choses changent et qu'il faut à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez aux éléments, en fait, au vu des éléments qui nous sont présentés de manière claire et audible au niveau des médias, au niveau des sites, c'est de se dire effectivement, moi, ce que je consomme, est-ce que moi, je peux déjà essayer d'avoir pas stocker 20 paquets de pâtes, ça ne sert à rien. Avoir une démarche différente et de se dire, bon voilà, est-ce qu'il n'est pas temps de changer certaines choses dans mon mode de consommation de l'aliment? Est-ce que je peux avoir une approche qui soit plus globale, plus saine en fait, mais surtout dans l'idée, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on a un mode de consommation qui ne correspond plus en fait avec l'environnement, c'est de commencer à songer en fait. Les gens qui ont des jardins, essayer de produire un petit peu plus, vous voyez, ça ne coûte rien et c'est un plaisir à partager en famille avec les enfants. Donc c'est vraiment profondément de réfléchir sur sa façon de consommer, comment nous consommons et comment on peut améliorer son mode de consommation. Ça, c'est très, très intéressant. On s'aperçoit que finalement, tous les petits gâteaux fourrés à la pâte de machin, ça fait peut-être plus de dégâts en fait à la planète, à l'organisme, que quelque chose qu'on aurait pu faire à la maison simplement en partageant avec les enfants. Vous voyez, c'est surtout sur la démarche en fait qu'il faut revoir notre approche. Un petit conseil, ne pas stocker des choses invraisemblables dans le cave et les greniers non plus, il n'y a pas d'intérêt. Alors, on va parler d'un autre sujet. On va parler de l'éducation nationale, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui, avec un manque d'enseignants. Donc, comment s'annonce cette rentrée scolaire? Est-ce qu'il y aura des enseignants pour tous? Et comment va se dérouler bien l'année scolaire, en fait? Alors là, donc on avait eu un ministre de la Culture, de l'Éducation qui nous avait assuré, en fait, en début d'été, que chaque poste d'enseignant serait pourvu et qu'il n'y aurait pas de manque. Et c'est vrai que la presse relate en fait un manque de professeurs à la hauteur de 3000 personnes, donc ce qui est énorme au niveau de l'éducation. Je ne pense pas qu'on puisse combler ce manque pour deux raisons. La première, de manière personnelle, j'ai rencontré en consultation beaucoup de gens du milieu de l'éducation. Il y a la perte de la flamme, vous voyez, par rapport aux conditions de travail qui sont terribles pour beaucoup d'enseignants et de professeurs des écoles. Donc on a pu cette émulation et puis il y a un désintérêt qui s'est installé puisqu'ils ne sont pas portés à la hauteur de leurs valeurs spirituelles et professionnelles. Donc moi je pense que ce désintéressement représente en grande partie en fait ce manque d'enseignants et on ne pourra pas le combler tant que l'État ne reverra pas sa copie dans la manière d'aborder l'éducation de manière générale, mais la profession d'enseignant. Pour moi, il est évident qu'on va être confronté dès cette rentrée 2022
à des postes non pourvus, des classes sans professeurs, mais on va découvrir un petit peu, vous voyez, l'ampleur du phénomène la semaine de la rentrée, où les directeurs d'école vont s'apercevoir que finalement, Madame de Trucmuche n'est pas venue pour voir son poste de prof d'histoire géo et ce genre de choses. Donc ça va provoquer quand même une émulation plutôt complexe. Alors, on regarde. Il y a beaucoup de promesses de l'État autour de ça. On voit le changement, la promesse du changement avec la couronne. Donc on va aborder, on va couronner l'enseignant. Mais de ce que je ressens, des images qui me sont transmises, je pense qu'un mouvement social dans les rues, en septembre, en grande partie en fait porté par l'éducation nationale, est inévitable. C'est quelque chose qui m'apparaît, qui sera greffé avec d'autres mouvements sociaux, hein, ça fera boule de neige, mais je pense que oui. Là, je fais un tirage dessus, donc on me montre la rentrée. Je regarde, et là également, alors la première carte de la ligne, elle est sans appel par rapport à la rentrée dans l'éducation. On a le chat noir et on a l'infortune et on a une dégradation d'entrée de jeu qui est marquée. On me dit qu'on va essayer d'apporter des solutions. Ça, c'est le constat de la rentrée. Il y a des manques qui ne sont pas comblés. En plein milieu, la carte 5 est très importante. On a la possibilité d'apporter quelque chose, de réinitialiser une approche probablement du personnel, mais ça ne suffira pas. Nous avons la situation qui va perdurer et je pense que ça va être un cycle assez long au niveau de qui démarre à la rentrée, au niveau de l'éducation, où le manque de professeurs et tout un tas de choses. Hein. Il n'y a pas que le manque de professeurs, ça va être les surveillants, ça va être beaucoup de choses en fait hein, qui sont autour de l'éducation nationale liées à l'école, au collège, à la fac, mais ça ne suffira pas. On voit qu'avec le retard, elle a une notion de faire perdurer les choses dans le temps. Donc la situation elle est très étonnante et négative à la rentrée. Il y a quelques mesures sur la carte 5 avec la pyramide de la Renaissance, mais on voit cette continuité malheureusement de la situation. Donc ça s'annonce très compliqué. Je pense que les parents d'élèves risquent d'être surpris. Et on voit la foudre qui s'abat. À mon avis, on n'a qu'un petit peu une vue du haut de l'iceberg, en fait. Je pense que c'est plus profond et le manque est plus profond, en fait, que ces 3000. Et on voit, vous voyez, ça représente l'éducation nationale. La renommée, c'est l'État, le militaire et l'enseignant. Et vous voyez, on a la ruine dessus, la dégradation. Donc, la dégradation du métier en lui-même, la foudre à côté, donc ça indique effectivement vous voyez, la carte des enseignants, le savoir, l'État et malheureusement une grande incertitude et on ne pourra pas combler. On ne pourra pas combler ce manque en fait. Donc il y aura une espèce de tambouille probablement. Les profs vont devoir se dédoubler, travailler 2 fois plus Ouais. pour essayer de combler ce manque, inévitablement. Mais le chat noir, et ça représente, vous voyez, c'est l'union, c'est l'association de la connaissance de l'État. Donc on peut le symboliser comme étant le rectorat, comme étant l'éducation nationale. On a l'incertitude, hein, vous voyez, comme tout à l'heure, en fait, l'inconstance, l'incertitude, la malchance, mais le chat noir est dessus. Alors le chat noir a une valeur d'avertissement, mais d'accomplissement également. Quand le chat noir sort, ça nous dit que le vert et la pomme est véreuse, en fait, la situation est telle qu'elle. On ne peut pas interagir, c'est trop tard. Pour la rentrée, hein, j'entends bien, je ne parle pas Pour de long cette terme. rentrée. Pour cette rentrée 2022. Beaucoup de Donc, surprises. le ministre devra revoir sa copie, donc. Totalement, je pense qu'il était de bonne foi. Hein. Je pense que quand on Ouais. s'engage parole, d'annoncer les choses, c'est qu'on y croit probablement. Après, on a affaire à un système. Un jour, j'étais en voyage à l'étranger et la personne qui conduisait le taxi me disait la France, elle est merveilleuse, c'est un musée merveilleux. Et je lui demandais, mais pourquoi un musée? Parce qu'il me disait, les choses ne bougent pas chez vous. Tout ce qui est attrait à l'État et l'institution, c'est un musée, ça ne bouge pas. Il faut 15 ans pour une loi. Il a raison, puisque les systèmes sont construits, c'est très dur en fait de changer les systèmes en place. Ils sont indéniablement à changer. Ça correspond plus à l'époque 2022, à notre époque en fait. Ils sont à changer, mais c'est très compliqué. C'est très Très compliqué. En fait. compliqué. C'est Alors, s'attaquer à. il y a une question qui n'a rien à voir. Il y a une personne qui nous regarde qui nous dit faut-il quitter les villes?
sur un Bah, autre c'est sujet. à la fois oui, à la fois non. Quitter la ville, ça dépend de ses prérogatives. Je connais des citadins qui seront citadins jusqu'au bout parce qu'ils expriment une certaine sérénité. Ils sont habitués à cette ambiance très particulière hein, dans la ville. Ils sont habitués au bruit, à cette violence. Vous voyez, on est dans cette dynamique. Après, ça dépend de comment aussi, si vous ressentez les choses différemment, si votre sensibilité vous amène justement à ressentir ce trop de bruit, cette énergie négative, parce que dans les grandes villes, c'est palpable, hein, il y a quelque chose de palpable. Moi qui me dérange profondément, je pense que c'est tout à chacun. Mais il faut savoir que les mouvements sociaux naissent dans les villes, que malheureusement les dégradations naissent dans les villes et se poursuivent dans les villes. Il n'y a pas de petit village en fait qui va aller dans la rue tout casser, la petite école du coin, les petits épiciers, ça n'existe pas. Donc l'idée de ville en fait c'est la société. Et dans cette société de ville, il y a du bon et il y a du mauvais. Ça va dépendre de sa sensibilité. Mais ce sont les points de naissance des grands mouvements. Euh, on ne va pas manifester à Saint-Chély-d'Apcher, par exemple, on va manifester à Paris. Vous voyez la sensibilité, la différence, en fait. Moi, personnellement, je me suis mis en retrait des villes, puisque je ressens une énergie qui ne me convient plus, une sensibilité qui Mmh. me dérange. Mais Il y a c'est beaucoup de gens personnel. qui ont fait ce choix-là aussi, hein, depuis la crise du Covid, en tout cas. Exactement. Ouais. Ben, disons que l'appartement, quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est sympathique. Après, je pense qu'on a une autre sensibilité. On souhaiterait s'orienter vers quelque chose de plus personnel, en fait, en règle générale. Et les gens qui ont été confinés, 3 enfants dans un T2, dans une grande ville, on comprend l'exode. Les 3 semaines avec les enfants 24-24, interdiction de sortir, oh yo yo, c'est une expérience que Mmh. personne ne peut vivre à mon avis, ou revivre, hein. Ça c'est une certitude. Alors, on a un message. Bonsoir Valentin, pouvez-vous nous parler des 3 jours d'obscurité dont parleraient déjà certains grands voyants des décennies précédentes? Merci. Vous êtes au courant? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ces 3 jours. Non. Alors, c'est un père italien, c'est le Padre Pio, qui a été reconnu quand même par l'Église avec des capacités médiumniques de voyant, qui nous a annoncé en fait ces 3 jours d'obscurité. Donc le Padre Pio est convaincu que les enfers vont se déchaîner sur terre pendant 3 jours. Et au moment de ses prédictions, il parlait en fait que ça allait se réaliser 50 ans après. Et dans le calcul, nous y sommes. Alors c'est à la fois troublant et à la fois fou et à la fois concret. Donc lui, il est très dans l'allégorie, en fait, en parlant de l'arrivée des démons, d'un déchaînement de la colère de Dieu, évidemment, et des démons, des choses sombres de la terre. Mais dans sa description, on peut aussi, en fait, l'imputer à un élément de société tel qu'une bombe, par exemple. Il parle d'empoisonnement de l'air, de la mort de la nature, de tiers de l'humanité qui va disparaître. Donc c'est très très noir, hein. Ces prédictions au Padre Pio sont terribles. Mais si on le transpose avec la technologie d'aujourd'hui, ça peut correspondre. L'élément troublant dans tout ça, c'est qu'il parle de ces 3 jours et en fin d'année, nous avons une comète qui passe en fait dans notre cosmos, qui sera visible à l'œil nu. Donc c'est la 8e en fait de l'histoire de civilisation qui sera répertoriée. Et ce qui est très troublant, c'est à chacun des passages d'une comète, il y a un profond bouleversement des énergies sur la planète Terre. C'est-à-dire qu'elle met en évidence tout ce qui est dans le moment. Et ce que nous avons dans le moment, malheureusement, c'est le conflit hein, aux portes de l'Union européenne, c'est le réchauffement climatique, c'est la privation, les énergies. Donc, vous voyez, et il parle de ces 3 jours, et la comète sera visible 3 jours au mois de décembre, le 11, le 12 et le 13. Et je sais que beaucoup ont commencé à rattacher ces deux événements, à faire le lien, et beaucoup de voyants, en fait, ont repris cette idée. Alors, personnellement, de ce que je ressens, je pense que le mois de décembre, il se passera quelque chose. Je ne peux pas le définir. On me parle de Mhm. changement, de point de départ.
pas de changement, de point de départ au changement. Mais je n'arrive pas à aller au-delà, en fait, du ressenti pour l'instant, à lier, en fait, ces événements. Donc, les comètes passent et toutes changent les énergies et mettent en avant une espèce de voile noire, en fait, qui est mise en lumière. Donc ça, c'est les traces dans les écrits de la civilisation. Et ce Padre Pio qui déclare que là, maintenant, on arrive au terme de ses prédictions, c'est le retour des enfers sur 3 jours, pour 3 jours sur la planète Terre. Donc chacun se fera son avis. Je pense il faut garder une certaine mesure, en fait, puisque je les ai lus il n'y a pas très longtemps encore, et on est beaucoup dans l'allégorique, beaucoup dans du symbolisme, en fait. Donc, est-ce que oui, est-ce que non? Pour l'instant, moi, je ne peux pas apporter de réponse, en fait. Mais je me suis intéressé au D'accord. sujet. Lourd. Alors, nous avons Sylvie qui nous dit: «Pouvez-vous nous parler de nos économies à la banque? Quels sont les dangers pour les clients? Merci Valentin». Alors, les économes, les banques sont dans le secret, hein. Les banques reflètent la société, elles sont dans le secret. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les signes, c'est le taux d'intérêt qui remonte, hein, c'est éviter l'accessibilité maintenant aux citoyens d'emprunter. Donc, c'est donner moins d'argent, c'est conserver l'argent. Ça, c'est un signe. Il y a un deuxième signe, malheureusement, c'est que la monnaie, l'euro, en tant que lui-même, est en train mois après mois, est en train de chuter. Donc, vous voyez, on est dans ce système où l'euro perd de sa valeur. Donc, les banques européennes sont un petit peu dans un stress par rapport à ça, puisque tout s'achète en dollars, s'exporte en dollars, et l'euro fait figure un petit peu, pâle figure à côté du dollar, et ça va continuer. Alors les économies, elles vont rester, comment dirais-je, on ne va pas vous les prendre, il n'y a pas de risque. En revanche, il y a des lois qui ont été votées dans différents pays européens. Le mien, par exemple, en Espagne, donc c'est un exemple qui dit qu'en cas de crise, en cas de crise nationale, l'État a le droit, en fait, de solliciter les banques qui elles-mêmes ont le droit de solliciter, en fait, l'épargnant par un billet d'emprunt. C'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros de côté, la banque va dire Madame Dupont, elle a 100 000 euros. Donc l'État va dire on va prendre 90 000, on va lui emprunter 90 000. Donc ce sont des lois qui sont actives en France et ce sont des lois qui ont été votées dans différents pays et cette année en Espagne. Donc moi, je pense que les banques sont en train de se préparer à une éventuelle, donc on est au conditionnel futur, à une éventuelle crise qu'elles ont connue pendant la Covid et également en 2012 et en 2008. Donc je pense qu'elles se préparent, elles essayent de s'armer davantage. Les économies resteront donc, on ne va pas vous les prendre, c'est une certitude. Il Pour n'y a moi. aucun souci à ce sujet. OK. Alors, on a une question: quelle sera la situation de l'emploi en France? Alors, d'après les chiffres, d'après ce qu'on nous transmet, on est sur une équivalence, il parle d'un taux de chômage de 7%. Je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui est appelé à augmenter le taux du chômage pour différentes raisons. Mais la première raison, c'est que là, depuis l'arrivée de la Covid, cette Covid, hein, cette crise sanitaire, a mis en perspective un système de l'emploi très défaillant, plus adapté en fait à la société. Donc, il y a quand même un mouvement de réforme profonde au terme de l'emploi, dans le milieu de l'emploi. Les entreprises ont une nouvelle approche maintenant. Alors moi, je pense que l'évolution de l'emploi, sur cette décennie, le SMIC va disparaître. L'idée d'employer quelqu'un sur un contrat à long terme, indéfini, c'est quelque chose qui n'est pas le SMIC, le CDI, pardon, est appelé à disparaître. Après, les sociétés, les entreprises vont solliciter, vont embaucher, mais de manière très mesurée. Là, il y a un afflux de travail, on prendra des employés pour 3 mois et on va quitter ces employés puisque l'afflux, en fait, a été comblé et que là, on retourne à la normale. Mais je pense que notre système, en fait, européen de la valeur du travail doit être modifié. Ça ne correspond plus.
Le chômage va augmenter, bon, les fermetures, hein, il y en a tous les jours, des ouvertures, des fermetures, mais ouvrir maintenant du commerce, les conditions sont de plus en plus déjà bancaires, hein, très drastiques, et les conditions en fait du commerce en elles-mêmes deviennent difficiles. Donc je pense qu'on va plus vers des fermetures, des choses que nous connaissons de la société d'hier, les petits commerces, ce genre de choses. Après, on voit que dans l'inflation, qui paye, ben, c'est tout le superflu, entre guillemets, les cheveux, les coiffeurs, le maquillage, le vêtement, l'apparat, la décoration, tout ce qui n'est pas considéré comme essentiel dans la consommation. Donc je pense que malheureusement, la société sera soumise encore à de nouvelles pandémies, c'est indéniable, c'est imparable. Donc vous voyez, il y a quand même de la transformation. Donc le chômage probablement va augmenter pour moi. C'est pas probablement, D'accord. on me le dit, Ok. malheureusement. Alors, on va parler un petit peu politique, parce que Aïe. la rentrée a commencé à être amorcée avec quelques annonces de notre cher président. Alors, comment s'annonce notre rentrée politique et qu'est-ce qui nous attend pour les mois à venir sur ce plan-là, quel que soit le secteur? Alors, on va regarder un petit peu. Je vais mettre en perspective, en fait, la présidence, le cabinet ministériel, et je vais mettre tout ça en perspective, en fait, pour la rentrée. Bon, après, le clivage politique en France, il est devenu banal et commun. On a un parti élu et on a l'opposition. Donc, le but de l'opposition, Hmm, c'est de s'opposer aussi. avec plus ou moins de violence, hein, selon les partis, au parti élu. Donc, c'est difficile de trouver, comment dirais-je, une espèce de ligne directrice d'entente entre les partis politiques. Chaque parti politique a ses idées qu'il revendique avec vérité. Donc on est des vérités contre des vérités en fait. Là, c'est très très difficile. Moi, ce que je reprocherais, si je pouvais me permettre une opinion personnelle, c'est que nos politiques nous montrent plus une image en fait de cohésion. Je trouve qu'on est beaucoup dans des clivages où les gens, j'ai mon toutou qui vient dire bonjour, j'arrive, monsieur Chou, j'arrive. Il nous montre une image où on est beaucoup dans l'opposition et on peut débattre, hein, mais là, il y a quand même une énergie qui est très compliquée et ça déteint, je trouve, sur la population. Les gens se rangent dans des idées et du coup reproduisent le même schéma que le politique. En fait, ils l'imposent et on n'a plus cette interaction qu'on avait il y a encore une vingtaine d'années. Donc là, nous avons au président, l'homme en fait. Et on a le trafic, c'est très étonnant. Le trafic, c'est la tractation, c'est essayer d'arranger, mais vous voyez, c'est faire des choses, mais elles sont modifiées. Donc on n'est pas sur des choses qui soient claires et nettes pour la rentrée, qui soient, comment dirais-je, établies. Je pense qu'il y a une grande incertitude au niveau de l'État. Si ça avait été un autre parti, on est dans des situations totalement inédites, hein, de crise sanitaire, en crise mondiale, en guerre. La gestion doit être terrible, à mon avis. Alors là, je commence. Alors, il y a le but, évidemment, vous voyez, de la part du gouvernement en place, d'apporter des changements. On est sur la carte du changement et elle a une valeur de rapidité. On est sur une lunaison. Donc déjà, d'entrée de jeu, septembre, le gouvernement en place va tenter d'apporter des changements. Mais tout de suite, en seconde lecture, vous voyez, on a les corbeaux, c'est l'opposition. Donc les corbeaux, c'est une carte où il n'y a pas la possibilité en fait de discuter. On est sur un refus, on est dans le rejet tout de suite avec les corbeaux. Donc Premier ministre, et il semblerait, vous voyez, le président, ministre sortent là, il semblerait, vous voyez, les gens de l'État, l'aigle hein, et les ministres, sembleraient malheureusement qu'ils soient quand même chahuté. Puis on a le thème de la beauté, ça représente l'enfant, donc je pense que ça va faire une référence à l'éducation. Et on voit que le gouvernement lui-même ne sait pas trop où il va, il est sur le bateau ivre en fait. Donc on apporte des possibilités d'adaptation en fait à la société par des changements, une opposition qui est très vive ici par les corbeaux, et le terrain d'entente est compliqué. On va recouvrir, on va regarder, mais il est clair que le gouvernement va instaurer des changements. Après, si sur la deuxième ligne, on a des cartes de Mars comme le procès, ça va être des impositions de changement, donc avec un clivage plus important. On va regarder la valeur des changements. Écoutez, c'est les changements dans la foudre, hein, donc c'est la rapidité, mais une énergie très complexe en fait, hein, presque d'imposition. Alors, on a le serpent qui ressort également, les décrets.
Alors, il y a une partie des mesures, des décrets de l'État qui sont apportés au mois de septembre qui vont passer. Cette partie va passer malgré tout. On voit que ministre, président créent des papiers, donc des lois. Une partie a l'air d'être plus ou moins acceptée par l'opposition, mais on voit que l'opposition sur l'autre partie va se rebeller. Elle se révèle serpent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout en accord avec ce que l'État va nous apporter. On va mettre une troisième ligne. Pour l'instant, le gouvernement en place est très solide, parce qu'il m'a été demandé plusieurs fois, est-ce qu'on aura des changements, des démissions? Non, on est au commencement d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel. Pour moi, il est ancré. Dans l'instant, il est ancré. Alors, il y aura malheureusement de la contrainte. Alors, de la contrainte, puisque vous voyez sur les changements, on a la prison. La prison symbolise l'obligation, on a le décret, et il y aura quelques contraintes en fait qui seront votées, qui seront validées, pas votées, qui seront validées en fait par le gouvernement, peut-être parce que vous voyez l'opposition, l'union des oppositions va être elle-même dans la contrainte. Peut-être qu'on va utiliser un article particulier pour imposer quelque chose dans l'urgence avec la foudre. Je pense qu'il y a des lois qui ne vont pas plaire ou des décrets pas plaire à la population à partir de septembre, quelque chose d'un petit peu dynamique. Il y a une partie plutôt lumineuse, on a deux couronnes dans l'idée autour de la table, l'alimentation, de l'argent, quelques mesures, et d'autres contraintes où le trafic est ressorti sur le papier. Vous voyez, c'est particulier quand ça sort. Ce sont des choses un petit peu étonnantes. Un petit peu étonnantes. L'opposition jouera son rôle d'opposition avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'implication. On va le dire comme ça. Alors, on a un message qui nous dit « Bonsoir, est-ce qu'il y aura un krach boursier et la sortie de la France dans l'euro ?» La sortie de la France dans l'euro est quelque chose qui m'a été souvent demandé, pas du tout. C'est quelque chose qui n'arrivera pas. Moi, je vois deux pays qui vont être en grande difficulté. Ça va être l'Espagne et l'Italie, dans le thème de la zone euro, où malheureusement, il y aura des cessations de paiement, où le pouvoir en place ne pourra pas aller au-delà. Ça mettra beaucoup en péril l'idée en fait de l'Europe. Donc, on l'a connue par la Grèce, donc on va retourner dans quelque chose de cet ordre-là. La France est un pilier de l'Europe et restera pilier de l'Europe. En revanche, en sortie à proprement parler, depuis, je l'écris d'ailleurs dans ce livre, je vois beaucoup de soucis avec la Hongrie. Je l'ai écrit il y a 1 an et demi et je pense que la Hongrie, en fait, d'elle-même, va se conduire à la sortie de l'Europe. Alors, il faut savoir que l'Europe telle qu'elle, malheureusement, dans l'avenir, sera modifiée. Nous aurons des pays qui vont essayer, qui vont souhaiter, hein, comme le Royaume-Uni, s'extraire en fait de cet engagement. Et on va se retrouver avec plus une Europe des 27, hein, inévitablement. Mais la France ne bougera pas. Alors pour la bourse, le krach boursier, elle va connaître comme d'habitude hein, des hausses et des bas. Mais c'est pas le dollar ni les matières premières qui sont mises en péril, hein, ni les métaux semi-précieux, tout ce qui est matière à spéculation. C'est simplement l'euro en fait dans la bourse qui va dévaluer. Alors tous les investisseurs en fait en euros en Europe vont connaître un passage un petit peu à vide, hein, malheureusement. Mais la bourse en elle-même va connaître des tensions, mais c'est un peu son rôle. Hein. Elle réagit en fait au moindre frisson dans la société, donc elle va remplir son rôle. Mais une chute, un krach boursier, là, 2022, non, ça n'arrivera pas. 2023, ça n'arrivera pas. Ok, nous avons un message encore qui nous dit allons-nous avoir assez de gaz pour cet hiver? Ben, ça dépend de nous. Tout simplement, ça dépend de nous et ça rejoint le thème de la table en disant, bon voilà, moi qui chauffe, j'adore avoir chaud, voilà, je vais continuer à chauffer à 30 degrés en fait ma maison. Chauffer 30 degrés, c'est enlever une capacité pour le voisin et le voisin qui enlève au voisin et ainsi de suite. Je pense que si nous avons une approche, on ne vous demande pas évidemment d'avoir une maison à 10 degrés quand il neige dehors, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est de revoir son approche. Moi, je pense que la privation que je vois cet hiver, je vois une privation, mais elle va concerner l'entreprise, pas le particulier. L'État n'ira pas en fait au niveau
niveau restriction sur le citoyen, sur le particulier, mais en revanche, on va entendre en fait malheureusement des sociétés qui vont devoir se restreindre, voire stopper une consommation d'énergie. Pas pour le citoyen, ça je ne le ressens pas. On vous demandera inévitablement d'user de précautions en fait et avoir une nouvelle approche aussi sur l'énergie. Il faut comprendre que ces énergies sont dures à produire, on a vu. Hein, voilà, la guerre en Ukraine nous permet de mettre en perspective notre fragilité sur les énergies, mais c'est une bonne chose. Je trouve que d'avoir une perspective en fait sur un problème et une perspective, ça peut nous faire comprendre aussi. Je pense qu'il faut le problème pour qu'on comprenne et qu'on apporte des solutions. Donc le problème de l'énergie, il est là, il est ancré, notre dépendance en fait directe. Donc ça fait réfléchir les États. Alors moi je pense, hein, on va vous demander de l'effort collectif par rapport à l'énergie. Maintenant, il n'y a plus qu'à prier qu'on ait un hiver relativement clément De pour éviter. l'effort sans obligation. Pas cette année, mais on Pas cette parle année. d'un moment. On parle d'un moment Ouais. cette année. Voilà. Après 2023, c'est une autre histoire. Chaque chose en son temps. Chaque Alors chose en son temps. on a vu cette année le prix de l'essence augmenter, voilà, qui était un petit peu maîtrisé avec quelques baisses dues à quelques centimes par rapport au gouvernement. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à des hausses de notre fameux carburant? Est-ce qu'on risque encore d'avoir des hausses? Parce que là, on est passé à des sommes parfois au-dessus de 2 euros, parfois 2,50 €. Est-ce Oui, qu'on peut c'est encore aller plus loin? inévitablement, oui, en fait. Là, on a un bouclier de l'État qui prend 20 centimes. On a eu un gros effort de la part des fournisseurs, hein, des trois fournisseurs, dont Total, un effort en fait de réduction sur le coût en fait de l'essence. Ce bouclier va sauter en fin d'année parce que l'État, malheureusement, a ses budgets. Donc, jusqu'en décembre, ça va. Mais l'énergie, de manière générale, l'essence, elle est également contrainte en fait sous le joug de la guerre en Ukraine. Et dès que ce conflit dès l'instant où ce conflit va perdurer, malheureusement ne sera pas réglé avant très très longtemps, on aura toujours cette dépendance à la livraison et l'importation en fait. Vous voyez, on se tourne vers d'autres pays fournisseurs, mais nous sommes beaucoup à se tourner vers ces pays fournisseurs. Ce n'est pas que la France. Donc le pays Mmh. fournisseur, hein, que ce soit le Qatar, la Turquie ou même les États-Unis, ne pourra pas faire face à une telle demande en si peu de temps. Donc la rareté, de toute façon, du produit en lui-même, on sera contraint encore à des hausses qui ne seront pas négligeables. On retournera à des hausses de 1,90 voire 2 euros à certaines périodes. C'est imparable. Tant que la stabilité géopolitique n'est pas remise en place, malheureusement, on est dépendant de cette stabilité géopolitique. C'est une Alors certitude. un sujet qui tient à cœur beaucoup de monde, qui a des conséquences aujourd'hui sur notre économie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Où en est-on et où va-t-on surtout? Alors c'est un vaste sujet où chacun s'est fait son opinion, hein, par rapport en fait à la légitimité des uns ou des autres. Moi, je vais parler de la guerre en elle-même en fait. Si on analyse, c'est un pays qui était indépendant et qui vient d'être envahi par un autre pays. Alors l'envahisseur, on a un personnage qui s'appelle Poutine, l'envahisseur de ce pays, est quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que de gagner, d'aller au bout en fait et de gagner cette guerre. Pour deux raisons. La première, c'est que s'il ne va pas au bout, s'il ne la gagne pas, c'est sa tête qui saute. Il perd son rôle de chef d'État dans son propre pays et après plus de 20 ans de pouvoir, c'est inenvisageable. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est pas juste un conflit en Ukraine, c'est quelque chose de plus profond qui remonte en fait à la guerre froide, à l'époque de l'URSS, et il y a des revanches à prendre au niveau d'un autre continent. Donc on est là-dedans. Après, nous avons ce pays qui a pris son indépendance quand le bloc soviétique s'est écroulé, qui malheureusement se défend comme il peut. Alors moi, ce que je perçois, déjà, c'est une longueur interminable en fait, mais
je pense que le pays envahisseur va aller de plus en plus loin, va grimper les marches malheureusement, jusqu'à un stade de montrer un message fort en fait au reste de l'Occident, de ses capacités. Il ne pourra pas régler ce conflit. Vous voyez, il avait prévu, je ne sais pas, 15 jours ou un mois. C'est un conflit qui va se chiffrer hein, en années. Vous voyez, un an et demi, 2 ans. Et par lassitude, je crains vraiment, hein, on m'a transmis des images un petit peu effrayantes qu'il utilise en fait un avertissement aux yeux de la communauté en disant voilà ce que je suis capable de faire parce qu'il faut bien comprendre qu'on est sur une approche totalement diamétralement opposée. Ce que notre analyse à nous en tant qu'Européens est à l'opposé d'une analyse d'une autre culture en fait. Et nous, ce qui nous semble fou ne l'est pas de l'autre côté. Et voilà où le bas blesse en fait. Et l'évolution du conflit, pour l'instant, pour moi, c'est un peuple qui se fait envahir et c'est terrible. C'est absolument terrible en fait. Ce qu'il subit est dramatique. Et on a une continuité, malheureusement. Je ne vois pas de fin. Tout est faux. Vous voyez, quand on apporte l'idée d'une pause, d'un décret, d'un terrain d'entente, ça ne fonctionne pas. C'est terrible. Je vous entends plus. Un dernier sujet, voilà, j'avais mon micro qui n'était pas allumé. Un dernier sujet qui nous tient à cœur, c'est le climat. On a subi beaucoup de chaleur sur cette année. On a vu le dérèglement climatique de façon plein fouet, en fait, hein, pour grand nombre d'entre nous. Enfin, surtout, quand je parle déjà un petit peu de la France et probablement aussi en Espagne. Mais voilà, il y a eu des records de température, notamment je pense à la Bretagne qui a eu des records faramineux. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce sujet-là? Est-ce qu'on va encore avoir des dérèglements aussi forts, aussi violents? Parce que là, ça a été quand même relativement assez fort. Je vais aller plus loin, malheureusement, oui, mais ce sera de plus en plus fort. Malheureusement, on est sur un cycle où nous récoltons un petit peu ce que nous avons semé. Donc la Terre, évidemment, je vais relativiser, la Terre en elle-même continue son histoire, elle se réchauffe pour l'instant, donc d'elle-même déjà sans notre intervention. Après, il faut avouer qu'on s'est lancé dans une société consumérisme de consommation, consumériste profonde, malheureusement, donc on génère. Donc la Terre se rebelle. Alors moi, la vision qui m'a été transmise en début d'année, je vais vous la livrer. Je voyais en fait le Maghreb et je voyais comme un écran, vous savez, sur le goudron, quand il fait très chaud, on a une espèce de mirage de chaud qui s'échappe et c'était un écran de plusieurs kilomètres de haut et je ne voyais pas la fin ni à droite ni à gauche, qui a quitté en fait le Maghreb, qui passe la Méditerranée et qui arrive en Europe. En fait, là, elle est dans le sud de l'Europe et elle avance tranquillement, en fait, été comme hiver. On ne me montre pas la saison d'été. Donc ça, si j'analyse en fait cette image, il est clair que le climat est en train, la chaleur de remonter petit à petit, mais de manière quand même petit à petit, c'est relativement rapidement. On a eu un avant-goût, malheureusement, puisque là, en France, c'était des températures un petit peu d'Afrique du Nord. C'est stupéfiant, ça ne devait pas arriver, mais ça arrive. Et je pense que cette barrière de chaleur, elle va grimper de plus en plus, elle va gagner en fait la France, hein, sa vallée du sud au nord, de manière relativement rapide. Les scientifiques parlaient d'un réchauffement pour 2030, dans 2050, et moi j'avais écrit dans ce livre-là, je le voyais maintenant, je le voyais, moi c'était les dés sont jetés, on était dedans, je voyais tous ces feux, enfin ces choses incroyables. On ne pourra pas le stopper puisqu'il faut un profond changement de consommation et il faut des années en termes de répercussions. Donc, quelque part, j'ose imaginer que les États ont fait des constats et vont réagir en fait en changeant beaucoup de choses hein, dans les sociétés. Mais la vraie question est de savoir est-ce que l'homme en lui-même est prêt à changer par rapport à ça, parce que 38 degrés à Brest dans le Finistère, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. N'existait pas, ouais. Voilà, et les conséquences de la chaleur. Vous voyez, on a eu quand même quelques
signes, moi que j'ai pris pour des signes quand on vous parlait de ce sable du Sahara qui passait la mer, qui arrivait en Europe jusqu'au Mont Blanc, vous voyez, où le sable était coloré. Et c'est marrant, on me disait le désert avance. Vous voyez, le désert avance en fait. Et c'est vrai que pour moi, c'était des signes. Alors, je pense que plus on va passer dans les étés, plus ils vont être très longs, très chauds. Et l'entre-deux, c'est-à-dire automne-hiver, le printemps disparaîtra. On passera des hivers à des périodes de chaleur systématiquement. Et en termes de devenir, l'entre-deux, ben, ça va être très compliqué. Des événements climatiques qu'on ne connaît pas en Europe, qu'on connaît Eh ailleurs oui. sur d'autres continents, qui vont passer en fait la frontière et arriver des ouragans, des choses un petit peu incroyables. En fait, les mers se réchauffent, donc le système de tornades, ouragans, tout est conséquentiel. Mais on est dedans et je pense qu'il faut comprendre quelque chose de profond par rapport au changement de climat. La Terre, elle crie son ras-le-bol, elle dit voilà, je t'héberge, je te nourris, Super, ouais. voilà quand tu me le rends. Donc, à un moment donné, voilà, tu vas payer la note. Ce qui est Mmh, logique et presque normal. On est mmh. stupéfait, mais vous voyez, le réchauffement climatique, le premier qui en parlait, c'était Arun Taziev, il y a plus de 30 ans. Il était pris pour un fou sur les plateaux télé. 30 ans après, ça se révèle d'une exactitude incroyable. Il avait raison. À l'époque, on rigolait en disant une Terre qui se réchauffe, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ouais. Je me Impossible. souviens Et on est aussi dedans. de certains voyants il y a 20 ans. Je pensais à, par exemple, à Judith Fricot, qui Voilà, annonçait souvent des problèmes de climat et qui alertait souvent et que sur des plateaux de télé, eh bien, on lui riait au nez aussi. Voilà, totalement. c'était un Bah, sujet du moment, hors norme. voilà, et pas un sujet du moment. Après, nous sommes Pas un beaucoup, en sujet fait, du dans moment, effectivement. ouais, on verra demain. Vous voyez, on est beaucoup dans on verra Ouais. demain. De quoi demain sera fait, en fait. Mais demain s'envisage aujourd'hui. Les deux sont indissociables, en fait, hein. Donc, le climat, je pense que la France va reconnaître beaucoup d'incendies en 2023. L'eau manque. Il reste à prier. Il pleuve cet hiver pour recharger un peu les nappes phréatiques. Imaginez, on arrive dans des villages avec des fontaines qui sont là depuis plus d'une centaine d'années, qui coulaient, et il n'y a plus d'eau. Des rivières, je ne sais pas si vous avez vu les photos de la Tamise en Angleterre, en fait, où il reste Mhm. un fond Oui. d'eau dans la Tamise. C'est invraisemblable. On se dit que ça n'est pas possible. Ben, la preuve que si, en fait, on nous avertit, la Terre, elle met un point sur un i. Donc notre interaction, maintenant, faut le prendre en compte. Mais je pense que ces épisodes climatiques vont se répéter encore et encore. Ça va durer très longtemps. On est sur un changement de société, hein. C'est ce que moi, il m'est profondément transmis. La société d'hier, elle s'efface, c'est terminé. C'est terminé, c'est une nouvelle société qui se met en place. On est sur ce cycle-là. Donc dans cette nouvelle société, le climat est l'une des conséquences en fait de la création de cette nouvelle société. Donc indéniablement, on sera contraint encore. La Bretagne Alors, va manquer d'eau. il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu parler ce soir, mais nous arrivons au terme de cette émission. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de sujets d'actualité. Bon, l'actualité que vous reprendrez probablement dans vos prochaines vidéos sur votre chaîne YouTube et certaines seront publiées sur la chaîne du Guide de la Voyance avec votre accord. Et Très bien. on les fait partager au plus grand plaisir et vous partagez généralement une vidéo tous les dimanches soirs, pratiquement tous les dimanches soirs sur des sujets d'actualité. Vous donnez votre ressenti, votre point de vue au travers de tirages avec l'oracle de Béline. Alors, je parlais un petit peu d'une dernière question. Nous sommes tous dotés d'un destin. Pour vous, c'est quoi votre définition de notre destin? Alors, pour moi, c'est à la fois très simple et à la fois très complexe. C'est Mhm, une grande question. La destinée, alors moi, je pense que la destinée, déjà, elle est, on vous dote, hein, on vous dote en fait à la naissance de certaines prérogatives, en fait, je pense, certaines affinités. Donc, certains, c'est manuel, d'autres intellectuels ou d'autres artistiques. Après, de la naissance, en fait, jusqu'à la prise d'indépendance, le cerveau est une éponge, donc selon le milieu, en fait, vous imprégnez ce que vous transmettent les parents, la famille et l'environnement. Et le destin commence réellement, pour moi, lorsqu'on prend son indépendance. La destinée se construit. Alors pour moi, j'ai un avis très, comment dirais-je, très
très sensible par rapport à ça. Et je prends souvent l'exemple en disant, voilà, j'ai fait une carrière d'avocat, ça me plaît plus, j'ai envie de faire du cirque. Et je vais décider, en fait, de me former à être trapéziste. Donc, du coup, je crée une nouvelle perspective dans ma destinée. En revanche, tout ce qui l'entourage, les événements, on ne peut pas le contrôler. Mais on peut interagir dessus de manière en fait subtile, puisque ce qui vous tombe dessus en bon ou en mauvais, ce qui fera la différence par rapport à une autre personne, c'est votre façon d'appréhender l'événement. Excusez-moi. Et je reste vraiment convaincu que la vie est absolument merveilleuse. C'est fabuleux parce qu'on n'a pas beaucoup d'interdits. On se pose des interdits, mais on peut décider d'être telle personne, de faire tel métier. Dès l'instant où on prend son indépendance, on a une possibilité d'interaction. Et je trouve ça merveilleux, en fait. On peut décider. Très Bon, important. ce soir, on a beaucoup parlé d'avenir, même s'il y a des points sombres. L'important, c'est aussi de vivre l'instant présent, de vivre les moments que l'on a et de partager ces moments et être beaucoup dans le côté de l'instant présent. C'est ce que je rappelle bien souvent. Exactement. Valentin, merci de votre présence. Alors, il y a votre site internet qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez nous rappeler le titre de votre livre qu'on retrouve chez Amazon? Chez Amazon, c'est Entretien avec la fin. F-I-N. Sans bilingue. F-I-N. Ouais. Voilà, Entretien avec la fin. D'accord. Alors, je voulais simplement aussi donner les prochains rendez-vous avant qu'on se quitte. Mardi 30 août, vous aurez rendez-vous avec Nathalie Mendes qui vous animera un live sur cette chaîne avec Marilène Colombe et le sujet comment communiquer avec l'au-delà. Pour ma part, eh bien moi je vous retrouve mercredi 31 août à 21h, où il sera question d'astrologie avec Angélique et que vous réserve les astres pour cette rentrée. Donc signe par signe, vous connaîtrez la tendance astrologique eh bien, de cette rentrée 2022. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Quelque chose à rajouter, Valentin, avant qu'on se quitte? C'était un très joli moment. J'ai été content de partager avec vous et avec les personnes en fait qui sont venues en fait sur la chaîne. Vraiment un joli partage et je vous remercie. Et en plus, vous avez été très très nombreux à suivre ce direct ce soir. C'est, je dirais, pratiquement un record avec une autre émission qu'on a eue. Et cette émission, bien sûr, reste en replay. Donc, pour ceux qui ont pris le train en marche, eh bien, vous pouvez voir le replay tout de suite après la fin de ce direct. Très bonne soirée. Rendez-vous mardi 30 avec Nathalie Mendes pour une émission Comment communiquer avec l'au-delà. Et moi, c'est mercredi 31 août où je vous retrouve avec Angélique pour parler d'astrologie, de connaître la tendance astrologique. Très belle soirée à tous. Merci Valentin et à très bientôt. Merci Stanislas, c'est bon week-end à tout le monde. À bientôt.